Alors que Trump plaide pour une baisse des taux d'intérêt, vous avez noté que la croissance de la masse monétaire augmente chaque mois depuis près de 7 à 8 mois consécutifs. Je voudrais aborder l'augmentation de la masse monétaire dans le contexte de la valeur du dollar américain. Je sais que beaucoup de mes spectateurs s'intéressent particulièrement à ce sujet. Début mai, le dollar américain a connu une baisse notable de sa valeur par rapport à un panier de grandes devises. Plus précisément, il y a eu une diminution de près de 9% depuis début janvier, depuis le retour de Trump à la présidence. Cette baisse est attribuée, d'après ce que je comprends, à des facteurs tels que l'évolution des politiques tarifaires, les revirements, les incertitudes économiques et bien sûr, les inquiétudes concernant la situation budgétaire des États-Unis, compte tenu de l'augmentation des dépenses déficitaires et d'une dette nationale totalement incontrôlée. Donc, si la Fed adopte effectivement une politique de taux d'intérêt plus bas, cela ne risquerait-il pas de faire baisser encore davantage la valeur du dollar américain à l'avenir? Oui, ce serait le cas. Une politique de taux d'intérêt plus bas tend à entraîner une dépréciation du dollar, et cela a une importance pour le commerce international de différentes manières, ainsi que pour la valeur internationale du dollar. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que Trump est obsédé par les exportations, n'est-ce pas? Il a cette idée qu'il veut moins d'importations et plus d'exportations. Eh bien, un moyen simple de stimuler les exportations est de rendre le dollar moins cher. On parlait d'une nouvelle Fed, ou plutôt d'une nouvelle politique de Trump, en faveur d'un dollar moins cher. Il y a même eu des spéculations selon lesquelles il allait rencontrer un groupe de dirigeants mondiaux à Mar-a-Lago, qu'ils allaient tous s'accorder pour déprécier le dollar, et qu'ils allaient appeler cela les accords de Mar-a-Lago. Et cela visait à refléter les accords du Plaza du milieu des années 1980, où ils avaient explicitement voulu déprécier le dollar afin d'encourager davantage d'exportations américaines et de réduire les importations étrangères. La raison en est que si vous êtes un étranger et que le dollar est vraiment cher, il est plus difficile d'acheter des dollars pour pouvoir acheter plus de produits américains. Donc si vous dépréciez le dollar, plus de gens peuvent se procurer des dollars et acheter davantage de produits américains. Et malgré Volcker, Paul Volcker, n'est-ce pas, qui a célèbrement relevé les taux d'intérêt à plus de 20%, cela a contribué à briser le cycle inflationniste qui avait lieu au début des années 1980. Depuis lors, Volcker a acquis la réputation d'être un partisan de la rigueur monétaire. Mais Volcker était tout à fait favorable aux accords du Plaza. Sous Reagan, il représentait une preuve supplémentaire de collusion entre la Maison-Blanche et la Banque centrale, malgré tous ces mythes sur l'indépendance de la Fed. La Fed et la Maison-Blanche ont collaboré pour déprécier le dollar lors des accords du Plaza. La question était donc, peut-on stimuler les exportations en dépréciant le dollar avec ces accords de Mar-a-Lago? L'administration pourrait être très intéressée par cela. Une politique de dollar faible, simplement pour stimuler les exportations, afin que les étrangers puissent obtenir plus de dollars et acheter davantage de produits américains. C'est donc quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et il pourrait aussi vouloir un dollar moins cher. Enfin, je ne dirais pas qu'il souhaite un dollar moins cher, mais plutôt qu'il veut une politique de taux d'intérêt bas, non pas pour stimuler l'économie, mais pour maintenir le coût de la dette américaine à un niveau bas. Et c'est quelque chose qui se passait déjà dans les années 1980, n'est-ce pas? Les États-Unis avaient émis d'énormes quantités de nouvelles dettes pendant la montée en puissance militaire sous Reagan au milieu des années 80. Puis ils se sont soudainement rendus compte qu'ils ne pouvaient tout simplement pas continuer à payer de tels taux d'intérêt sur la dette fédérale. Il y a donc eu un effort à ce moment-là pour faire baisser les taux d'intérêt, ce qui entraîne aussi
un dollar moins cher. Et il se peut que ce soit également le cas aujourd'hui. Alors que les États-Unis se dirigent désormais vers 30 000 milliards de dollars de dette nationale, comment peuvent-ils continuer à payer de tels intérêts? Et l'une des façons d'y faire face est de déprécier le dollar. Et il n'y a certainement aucune raison de croire que le dollar se renchérit, comme vous le soulignez, n'est-ce pas? L'offre de dollars, la masse monétaire, ne cesse d'augmenter. Et cela se reflète dans ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Ils ne se débarrassent pas de leur portefeuille, ce qui aurait un effet déflationniste, donc ils ne le font pas. Ils maintiennent les taux d'intérêt stables, et le secteur bancaire commercial continue d'ajouter de la liquidité à l'économie par ses propres politiques. Ainsi, on voit de plus en plus de dollars créés, et le montant de dollars américains, qui, je pense, s'élève actuellement à environ 19 000 milliards de dollars en termes de masse monétaire réelle, continue de croître. Cela a augmenté ces derniers mois. Cela a baissé par rapport au niveau extrêmement élevé atteint en 2022, 2023 et aussi en 2021, je crois. Cela pourrait encore baisser un peu, mais c'est toujours bien au-dessus de la tendance. Pour revenir à la tendance d'avant le Covid, il faudrait retirer au moins 5 000 milliards de dollars de la masse monétaire totale. Donc, nous sommes toujours au-dessus de la tendance en ce qui concerne la masse monétaire totale. Nous avons toujours un gouvernement qui est motivé à avoir un dollar moins cher pour deux raisons. D'une part, favoriser les exportations et d'autre part, réduire le coût de la dette fédérale. Il y a donc toutes sortes de facteurs différents à prendre en compte. Nous ne devrions donc pas être surpris si nous constatons que la politique vise à affaiblir le dollar, même si cela réduit sa valeur à l'international. Ils savent probablement qu'il leur reste encore beaucoup à faire pour détruire le dollar, surtout quand on considère ce que font les autres banques centrales. La Chine déprécie le yuan. La Banque centrale européenne ne se rend pas service. Elle a déjà baissé son taux d'intérêt. De façon assez ironique, voire hilarante, Trump a d'ailleurs, lorsqu'il critiquait Powell pour avoir agi trop tard et fait trop peu en matière de baisse des taux d'intérêt, déclaré que Powell devrait s'inspirer de la Banque centrale européenne, ce qui est une idée terrible. Mais c'était la suggestion de Trump, être plus comme l'Europe, ce qui n'est vraiment pas un conseil à donner à un banquier central en ce moment. Mais c'est ce qu'il a dit. Et tant que nous savons que la Banque centrale européenne continue de dévaluer sa propre monnaie, que la Chine fait de même, personne d'autre ne se tourne vraiment vers une monnaie forte. Les Américains peuvent probablement se permettre d'affaiblir un peu leur dollar pour les autres raisons que nous venons d'évoquer. Donc oui, c'est probablement une politique. Ils veulent simplement s'assurer de ne rien faire qui soit vraiment fatal pour le dollar. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui risque d'arriver de sitôt si l'on compare avec les autres devises. Les tarifs douaniers pourraient également avoir un lien avec la politique de taux d'intérêt bas. À votre avis, quand les effets des tarifs vont-ils se faire sentir? Et pensez-vous que nous assisterons à une nouvelle poussée vers une politique monétaire accommodante à mesure que les prix commenceront à augmenter en raison des tarifs et peut-être même d'une offre réduite de ces biens? Puisque l'on constate déjà que les expéditions diminuent et que le nombre de navires arrivant aux États-Unis est bien plus faible. Quelle est donc votre opinion à ce sujet? Oui, il est probable que nous assistions à une hausse des prix si les tarifs restent en place tels qu'annoncés. Une partie du problème, c'est que la politique est totalement chaotique. Je ne sais pas quels seront les tarifs la semaine prochaine par rapport à la semaine dernière, car la politique change constamment. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes liés au fait de donner à une seule personne
le contrôle total de la politique fiscale, au lieu de devoir passer par un véritable processus légal au Congrès. On va juste laisser une personne décider sur un coup de tête de la politique tarifaire, ce qui crée énormément d'incertitudes. On peut comprendre pourquoi la Fed ne ment probablement pas quand elle dit « oui, il y a beaucoup d'incertitudes, nous ne sommes pas sûrs ». Et c'est un des facteurs. Mais comme vous le savez, même si la demande reste la même et que l'offre diminue parce que nous recevons moins de livraisons des choses que nous voulons, des choses dont nous avons besoin, cela va entraîner une hausse des prix, car il y aura le même nombre de dollars en circulation pour une quantité moindre de biens disponibles. Donc oui, vous verrez alors les prix augmenter et le coût de la vie grimper dans ce cas. Et ensuite, vous pourriez voir, enfin, vous verrez certainement Trump dans ce contexte, si l'économie ralentit de cette manière et que le coût de la vie augmente. Trump, parce qu'il ne semble pas comprendre la politique monétaire, ou alors il s'en fiche, peut-être, je ne sais pas, commencera à réclamer des mesures de relance et voudra des taux d'intérêt plus bas. Il voudra une sorte de plan de relance, ne serait-ce que pour donner l'impression que l'économie repart et que la situation s'améliore. Mais cela ne ferait qu'aggraver les choses. Car si les prix augmentent, adopter une politique de taux d'intérêt bas et d'inflation monétaire ne ferait que faire grimper les prix encore plus, et on pourrait alors entrer dans une spirale descendante, vraiment malheureuse. Mais toute la pensée à court terme consisterait simplement à dire « Oh, stimulons l'économie avec des taux d'intérêt plus bas, et cela résoudra le problème ». En réalité, bien sûr, la véritable solution au problème serait simplement de cesser d'intervenir dans la vie des gens. Si vous voulez vraiment des droits de douane, alors choisissez simplement un taux de 10% sur toutes les marchandises entrant dans le pays, parce qu'ils ne cessent de parler de la façon dont ils veulent des recettes provenant des droits de douane. Très bien. Parfait. Il suffit de choisir un taux fixe, de l'appliquer à tout, partout. Tout le monde sera au courant. L'économie pourrait alors s'adapter à cela. Cela réduirait quand même la quantité de biens et de services que les gens pourraient importer, car les prix seraient plus élevés. Mais 10%, c'est bien mieux que 80% ou 145%, comme ces droits de douane absurdes qu'il impose sur les produits chinois et autres. Parce que nous, les partisans du libre-échange, sommes accusés de penser que les droits de douane sont la pire forme d'impôt. Les droits de douane ne sont pas nécessairement pires qu'un impôt sur le revenu. En fait, l'impôt sur le revenu est mauvais pour des raisons politiques, car il viole les droits de propriété et la vie privée de chacun. Je n'ai aucune sympathie pour l'impôt sur le revenu, mais si vous devez avoir un impôt, et c'est tout ce qu'est un droit de douane, un impôt, il faut que ce soit quelque chose auquel l'économie puisse réellement réagir, s'adapter et commencer à planifier, et non pas en faire des taxes totalement prohibitifs dont le seul but est de faire monter les prix. Il ne faut pas confondre le but d'un droit de douane protectionniste avec celui d'un droit de douane destiné à générer des recettes. Un tarif douanier à but fiscal consiste à encourager les gens à importer des biens afin de collecter davantage de recettes. Un tarif protectionniste, en revanche, a pour objectif d'augmenter les prix, au point que les gens cessent d'acheter les importations. Auquel cas, vous ne générez plus de recettes grâce aux droits de douane, puisque les importations ne se vendent plus. Le but est uniquement de faire monter les prix. Il ne faut donc pas s'étonner si le coût de la vie et les prix augmentent lorsque l'engagement réel porte sur des tarifs protectionnistes. Cela risque probablement d'aggraver la situation économique, ce qui entraînera des appels à la baisse des taux d'intérêt. Il n'existe pas de véritable bonne solution à ce problème. La solution devrait être la déréglementation. Il devrait être plus facile d'ouvrir des entreprises aux États-Unis.
L'ironie qu'il faut également souligner, c'est que c'est la politique monétaire qui a largement alimenté ces achats constants de biens étrangers et créé ces énormes déficits commerciaux. Si l'on avait une économie véritablement de marché libre, où les gens ne pourraient dépenser qu'en proportion de la richesse qu'ils créent, il y aurait alors un flux beaucoup plus équilibré entre les exportations et les importations. Car pour pouvoir se permettre d'importer, il faudrait produire une certaine quantité de biens et de services, il faudrait avoir de l'épargne, il faudrait investir dans le capital, et ce n'est qu'ensuite qu'une partie de cela pourrait être consacrée à l'achat de choses, qu'il s'agisse d'importations chinoises ou autres. Mais comme la Banque centrale s'en est assurée, le gouvernement américain distribue chaque année plus d'argent que ce que les gens produisent. Cela crée donc une inflation qui permet aux gens de consommer de plus en plus à des niveaux supérieurs à ce qu'ils produisent réellement. Ainsi, les Américains achètent de plus en plus de choses, alors qu'ils ne produisent pas autant que ce qui pourrait être utilisé pour l'exportation ou pour créer de la richesse aux États-Unis. On pourrait donc en réalité attribuer une grande part de ces importants déficits commerciaux à la politique monétaire, mais personne n'en parle. Et je m'attends à ce qu'ils se contentent de dire « Hey, nous voulons plus de relance monétaire pour nous sortir de ce trou causé par les tarifs douaniers », alors qu'en réalité, la relance monétaire est en grande partie responsable de cet excès d'importation.